Il n'y a personne qui peut se mettre devant. Il était autant amoureux du personnage qu'interprétait Romy que l'actrice qui interprétait ce personnage. Ah, Romy, je crois la connaître bien. C'est quelqu'un de très généreux, très spontané, très absolu. Elle n'avait aucune mesure, Romy Schneider. Il y avait chez elle une espèce d'appétit d'autodestruction. Et ça, Sauté, lui, n'était pas un destructeur. Supposons que tu viens de prendre du sable dans l'œil. Oh merde! Attends, d'abord il se marre. D'abord vous rigolez. Il trouvait que Montand en faisait trop, qu'il dansait, qu'il bougeait trop. Il a fallu que Claude s'impose en tant que metteur en scène, montrer à Montand que le chef, c'était pas Montand, c'était lui. On peut y aller maintenant, vous pouvez? Ouais. Il était en train de tourner avec d'autres acteurs, mon temps passait et puis il faisait couper. Bruno! Relâche-moi, toi, t'es comme lui, vous êtes de salauds. Non, retire ça, toi. Tu entends? Retire ça tout de suite, tu entends? Sauté savait qu'avec Devers, il avait avec lui une sensibilité qui était très profondément la même que la sienne. Très souvent, il venait me voir et il me disait « Ah, Patrick est bouleversant, je suis bouleversé par Patrick. » Il n'y avait aucune improvisation. S'il y avait une virgule, eh ben, on jouait à la virgule et les comédiens devaient jouer la virgule. Et Serrault, un jour, il a craqué. Il m'a dit « Mais c'est qui ce type? Mais je comprends pas, il est méchant ou quoi ?» La première semaine, ça a été terrifiant. Mais terrifiant. Il m'appelait tous les soirs en me disant « C'est très simple, ce mec, je le vire demain. » En fait, je fais des films parce qu'il y a quelque chose qui est confus dans ma tête, que je ne sais pas exprimer autrement que par le film que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Il faisait des films dans l'idée de dominer ses rêves. Il aimait pas trop le succès, il aimait plutôt être dans l'ombre quand même. Il disait, moi, je suis le soleil, j'aime bien être dans l'ombre. Les choses de la vie, César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres, Nelly et Monsieur Arnaud. Tous ces films, signés Claude Sauté, ont laissé des traces dans la mémoire des spectateurs et des téléspectateurs. À quoi cela tient-il? Qu'y a-t-il d'universel dans toutes ces histoires? Il y a cette atmosphère, ce ton inimitable, ces personnages malmenés par les aléas de la vie que le réalisateur savait plus que tout mettre en image. Il montrait et racontait les sentiments et les tourments qu'il provoque, l'amitié, l'imprévu dans le quotidien, ces détails qui font de ces héroïnes et de ces héros des êtres qui nous ressemblent. Pour les incarner, il s'était attaché une petite bande de comédiens et de comédiennes, parmi lesquels on pense spontanément à Romy Schneider, à Michel Piccoli, Yves Montand ou encore Patrick Devers. Tous ont vu évoluer un homme attachant, pudique, colérique et angoissé. Ce sont plusieurs grands moments de cinéma que je vous invite à revivre ce soir. Et pour commencer, revenons en mars 1970. Romy Schneider vient de faire son grand retour au cinéma. Elle est à l'affiche d'un nouveau film, sa toute première collaboration avec Claude Sauté. Quand on voit le film, c'est vraiment, je crois, un film absolument remarquable, où vous avez, vous, l'air d'être tout à fait à l'aise. Je ne sais pas si ça vient de la direction du metteur en scène. Est-ce que Uniquement. ça change? Oui. Uniquement. C'est uniquement Claude Sauté. Et pour moi, c'est très simple. Je ne peux pas vous dire grand-chose. C'est un des plus beaux films que j'ai vus de ma vie. Pour moi, Claude Sauté, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. 2 jours avant la sortie des Choses de la vie, son héroïne, la comédienne Romy Schneider, ne tarit pas d'éloges sur son réalisateur Claude Sauté. Pour lui, cette histoire a débuté 2 ans plus tôt. Cet après-midi d'octobre 1968, il se rend dans un lieu qu'il affectionne. Le bistrot en face de chez lui, avenue des Gobelins à Paris. Jacques Chabot, le mystère qui entoure l'assassinat de Stevan Markovic, ce Yougoslave, ancien secrétaire et garde du corps de l'acteur de cinéma Alain Delon. Le mystère... Il avait sa table, qui était sur une estrade, d'où il pouvait un petit peu surplomber les gens qui voyaient. Ce que Claude trouvait dans ce genre d'endroit, c'était la vie. Il observait les gens qui parlaient, les conversations, et là, ça le passionnait. Il regardait, il écoutait. Les brasseries et les cafés sont pour Claude Sauté un endroit de rencontre. Et ça part, et on boit un coup, et on fume une clope, et hop, et on discute. C'est l'humain.
C'est la rencontre des humains. C'est très cinématographique, la fumée, la buée sur les vitres, les gens qui se bousculent au comptoir. Et il disait, tu sais, quand je suis dans ce genre d'endroit, je m'ennuie jamais. Alors si t'es un quart d'heure de retard, t'en fais pas, ça n'a aucune importance. Dans cet endroit si vivant et si inspirant, Claude Sautet capte des paroles, des sons, des ambiances. Une matière essentielle pour celui que l'on surnomme alors le docteur. Il se laissait tirer par la manche par des camarades qui lui disaient « J'ai un problème avec ce scénario, veux-tu venir ?» Les gens comme Truffaut, par exemple, qui était très ami avec lui, le consultaient volontiers. Il était d'ailleurs très très peu libre parce qu'il donnait ses consultations à droite à gauche, comme les grands médecins, comme des professeurs. C'était professeur Sautet. Gabin l'appelait, est-ce que tu veux pas venir pour améliorer quelque chose, pour faire le dessert, comme il disait. Dès que quelqu'un avait une idée, il en parlait à Claude pour savoir si il devait continuer ou pas. Et il avait un avis assez juste. Il avait un don pour la construction, tout à fait extraordinaire, pour la construction d'une histoire. Pouvoir être utile aux autres, pouvoir permettre que les autres fassent des meilleurs films grâce à lui, alors là, ça lui plaisait, ça le gratifiait. L'échec relatif de ses deux premiers films, Classe tout risque et L'arme à gauche avec Lino Ventura, n'est pas étranger à ce choix de travailler pour les autres, de gagner sa vie dans l'ombre. C'était le cinéma sans les angoisses. Comme tous les timides, il avait peur de la pression, des responsabilités. Il avait souvent ce rêve, il rêvait qu'il était au milieu d'une assemblée et que tout le monde attendait qu'il agisse. Et il ne savait pas quoi faire. On sentait que c'était un homme qui était déçu, qui avait une certaine rancune par rapport à la profession. Il était beaucoup à revenir à la mise en scène, parce qu'il avait décidé, il avait déclaré qu'il n'en ferait plus. À 44 ans, Claude Sautet semble donc déterminé à ne plus prendre de risques. De son côté, Jean-Loup Dabadi, un tout jeune scénariste, a été chargé par l'auteur d'un roman à succès d'écrire une adaptation cinématographique. Son titre, Les choses de la vie. Son livre avait été refusé par maints producteurs qui disaient « Bon, cette histoire d'un type qui va se casser la gueule en voiture parce qu'il est pris entre deux femmes, non, ça ne nous intéresse pas. » Après quelques semaines de travail, il appelle Claude Sautet. Il veut obtenir des conseils. Je lui dis « Claude, je sais pas, tu te souviens de moi, c'est Jean-Loup. »« Ah bon, Coco, arrête. Bon, je ne connais personne, toi tu connais tout le monde. J'ai écrit une adaptation qui est déjà très dialoguée. Est-ce que tu pourrais me dire à qui je dois m'adresser ?» Alors il me dit, écoute, je ne peux pas savoir tant que je ne les ai pas lus. Tu me le mets vendredi soir sous le paillasson, je le lirai pendant le week-end et je te rappellerai. Pour lui, il y avait une sorte d'évidence quand il a eu ce scénario entre les mains, il s'est dit « c'est pour moi ». Tout d'un coup, il s'est reconnu dans ce personnage. Pour qui vivre est tellement difficile et qui, grâce à un accident de voiture, va pouvoir se dire « mais la mort va peut-être me délivrer ». Là, il s'est dit, il a senti qu'il pouvait parler de lui. Claude l'a lu dans la soirée et le lendemain matin, il a téléphoné à Dabadi. « Jean-Loup, je t'appelle, tu vois, j'avais abandonné le cinéma, j'ai décidé d'en refaire et je veux faire ce film. » Alors, coup au cœur pour moi, évidemment. Avant, Claude avait une moustache. Il s'est rasé la moustache. Comme s'il voulait enlever une partie de son passé. Les choses de la vie, pour lui, c'était un quitte ou double. Ça marche, je continue. Ça marche pas, j'arrête. Claude Sautet peut-il réussir à transposer ce best-seller de Paul Guimard à l'écran, là où tout le monde a renoncé? Pendant plus de 4 mois, il s'enferme avec Jean-Loup Dabadi pour finaliser le scénario. Et à l'issue de cette période, se pose la question des interprètes. Lino Ventura et Yves Montand refusent d'incarner le rôle principal, celui de Pierre, tiraillé entre son épouse et sa maîtresse. Un acteur moins connu, mais prometteur,
est aussitôt sollicité. Il s'appelle Michel Piccoli. Et Piccoli est venu un jour le voir et il s'était habillé. Claude Sautet était toujours habillé de la même manière, costume gris, chemise bleue et cravate en tricot bleu. Et Piccoli était habillé exactement comme lui, il s'était habillé comme lui. Il s'est vu comme un hommage de Piccoli à Claude Sautet en disant ben voilà, je suis toi. Il a retrouvé avec Michel Piccoli quelqu'un qui lui était proche, oui. Aussi bien au niveau d'une espèce d'humour à froid comme ça, et puis de doute. Pour le rôle féminin, Claude Sautet pense à Annie Girardot. Le producteur, lui, veut imposer une actrice qui connaît un passage à vide après un début de carrière fulgurant. Romy Schneider. Romy, quand même, on va pas faire notre film avec Sissi impératrice, etc. Alors moi, je la trouvais très, très, très mignonne, très jolie, mais je pouvais pas assurer qu'elle entrerait comme un gant dans ce rôle. Claude Sautet, c'est pas quelqu'un qui s'engage avec un acteur comme ça parce qu'il fait les magazines ou qu'il a du succès. Il a besoin d'une relation humaine forte. Une rencontre est prévue, là où la comédienne réenregistre des dialogues du film La Piscine. En arrivant au studio de Billancourt, Claude Sautet aperçoit une silhouette, de dos. Il adorait les chignons. C'était son point faible, ça. Les chignons. Il suffit de petits détails chez Claude pour voir immédiatement si un acteur peut fonctionner avec lui. Il est très rapide là-dessus. Romy, toute simple, avec ce côté, pas du tout sophistiqué. Il pouvait la façonner. Elle correspondait à sa sensibilité. L'actrice et le réalisateur se mettent au travail. De réunion en dîner, leur complicité devient de plus en plus évidente. J'ai tout de suite compris qu'ils s'entendaient bien. Finalement, je pense qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, oui. Ce qui a uni Claude et Romy, c'est la passion pour leur métier, passion pour leur travail, passion pour la vie. Elle est rayonnante, intelligente, drôle, très drôle. Moi, j'ai parfois été avec eux. Il n'y avait jamais de conversation intellectuelle entre eux. C'était... on vivait, quoi. Il se retrouvait dans cette authenticité que Sautet recherchait systématiquement avec les acteurs et qu'il a trouvé avec elle et qu'elle a trouvé avec lui. Des sentiments forts les unissent. Les soirées avec Romy se terminent de plus en plus tard, au point de commencer à inquiéter l'épouse du réalisateur. Graziella, à un moment, elle dit bon, écoute, le mieux, c'est que tu aies une histoire d'amour avec elle, comme ça on sera débarrassé. Elle ne voulait pas perdre Claude, elle l'aimait tout simplement. Et je pense que Claude l'aimait. Graziella ne se doute pas que l'actrice a demandé à Claude Sautet de venir vivre avec elle. Elle n'avait aucune mesure, je pense, Romy Schneider. Elle s'abandonnait aux situations, aux passions, aux violences. Il y avait chez elle une espèce, je dirais, d'appétit d'autodestruction. Et ça, Sautet, lui, n'était pas un destructeur. Il avait une façon de se préserver quand même du pire. Claude Sautet se concentre sur son film, trop absorbé par l'enjeu que représente son retour à la mise en scène. Lorsque le tournage des Choses de la vie débute en mai 1969, la passion amoureuse a laissé place à une admiration réciproque. Une caméra de télévision capte l'apparente légèreté qui règne sur le plateau et les premières impressions de Romy Schneider et de Michel Piccoli. Est-ce que vous
en pensez des choses de la vie? Est-ce que vous pouvez déjà avoir une idée de ce que ça peut être maintenant en Beau. tournant? Beau, oui. Très beau. Vous avez aimé le livre de Paul Beaucoup. Thomas? Le principal souci du réalisateur est la sincérité des situations, des dialogues et des décors. Et cette obsession se niche dans les détails. Quelque chose qui soit un peu drôle. Je vais pas refaire la pomme, c'est fini. Alors non, j'ai pris des cerises tout à l'heure, parce que je me suis dit peut-être qu'avec les cerises, mais je ne sais pas encore quoi. Ni Claude ni Romy ne se satisfaisaient de quelque chose de bien. Il fallait aller au fond de la chose. La direction d'acteur entre les deux commençait avant qu'elle n'arrive sur le plateau. Et ils parlaient beaucoup ensemble, entre eux, ou dans la loge de Romy, ou pour la préparer, etc. Là, il y avait pour se mettre d'accord, quoi. Coupe, c'est très bon ça. Ouais, c'est très bon. Il était autant amoureux, je dirais, du personnage qu'interprétait Romy que de l'actrice qui interprétait ce personnage. Il y avait quelque chose de très serein, de très beau, en fin de compte. Même dans sa direction d'acteur, parce que c'était, par rapport à elle, fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est des gens qui doutaient beaucoup, tous les deux. Ils doutaient beaucoup de leur travail. Et donc, ils se remettaient tout le temps en question. Ça, c'est un point commun. Pour le s'asseoir quelque part, peut-être. Elle est très exclusive. Elle a tout le temps des questions qui l'assaillent, etc. Et puis elle veut des réponses immédiates, parce que sinon, ça la bloque. C'était une actrice née, quoi, on peut dire. Emmerdante quand il fallait. Ce besoin permanent d'être rassuré se manifeste par des centaines de petits mots adressés à Claude Sautet, comme celui-ci. Mon Claude, ton artiste étrangère étant très fatiguée et déjà au dodo avec une grande bouteille d'eau. Ça va comme ça? À demain. Dors bien. Tarot. C'était sa caractéristique de faire des mots comme ça, sur n'importe où, sur des nappes, sur des serviettes. Et puis, lui, il va lui griffonner des réponses qui sont comme une sorte de langage codé, mais pour dire « si, je reste avec toi, mais bon, comprends que pour le bien du film, il faut quand même que je continue mon travail. » Il arrive que les appels à l'aide restent sans réponse. Dans ce cas, Romy refuse de rejoindre le plateau. Claude a dit elle doit être dans sa loge, faire un peu de diplomatie. Alors il allait faire de diplomatie, lui dire qu'elle était la meilleure, la plus belle, etc. Tout s'arrangeait très bien. Mais ça lui arrivait souvent de rester dans sa loge, ou même de ne pas vouloir le voir personne. Enfin bon, il faut dire que c'est quelqu'un de difficile quand même. C'était pas... Romy n'est pas une personne simple. C'était pas une personne simple. C'était pas du tout le réalisateur à genoux devant sa vedette, mais il tenait à elle, quoi. Il va y avoir une sorte d'échange de flux entre ces deux angoisses qui vont finalement se rassurer pour parvenir à la note idéale, c'est-à-dire la note juste. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Finis de remplir ma poche, je te fais le café. Ah, verdammt nochmal. Dis-moi, quel est le mot en français pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est verschönen, ça veut dire mentir, mais quand on invente. Affabulé. C'est ça. Affabuler. Affabuler. 2 F. Ah, Herrgott nochmal. Hey! Plusieurs mois après le tournage et le montage des Choses de la vie, Jean-Loup Dabadi, le scénariste, et Philippe Sard, le compositeur de la bande originale, voient se réaliser un projet qu'ils ont eu ensemble. Cette idée-là, c'est venu un retardement. Romy s'est dit « je me lance ». Elle était venue avec un trac infini. Nous étions là. C'est exactement comme si on lui avait demandé de traverser cette pièce en marchant sur un fil. Moi, j'étais de l'autre côté, presque à lui faire les mouvements avec les lèvres. Et elle est là, elle s'applique. Ce soir,
nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Elle avait beaucoup travaillé, beaucoup répété, d'où ce phrasé qu'elle a comme ça. Là où un oiseau passe. Une ferveur avec sa voix qui est de toute beauté, cet archange qui lui sort de la gorge. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. C'est quand même l'histoire d'une personne qui ne s'aime plus, ou d'une femme qui ne se sent plus aimée. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Donc tout ça concourait à créer une situation d'émotion. Dans la maison, j'ai C'était extraordinaire. Et elle a pleuré pendant toute la chanson. comme le gras des seins d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je crois qu'elle a fait 2 prises en tout. Quand on a gardé la première, c'est un moment d'une grâce infinie, d'une fragilité inouïe. Tomber dans les miroirs. Et Claude, il en était très, très ému. Je ne t'éclairai plus, Hélène. C'est difficile de ne pas l'être. Dans l'intimité de ce studio, Claude Sauté, submergé par l'émotion, donne son accord pour que la chanson d'Hélène accompagne la sortie de son film. N'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. On ne s'attendait pas du tout à ce que cette chanson ait cette carrière et qu'elle demeure. Et ça va devenir un énorme succès et ça va contribuer à presque l'identité du film, alors que la chanson n'est même pas dans l'œuvre. Le 13 mars 1970, Les choses de la vie sont enfin à l'affiche et dès sa sortie, le film suscite un vif engouement. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Dis-moi, quel est le mot en français pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est verschönen, ça veut dire mentir, mais quand on invente. Affabulé. C'est ça, affabuler. C'est un homme qui est déstabilisé dans sa vie, qui a une femme qu'il aime et qui en rencontre une autre qu'il aime aussi. Donc c'est quelqu'un qui est hésitant, qui sent qu'il est à une étape essentielle et douloureuse et délicate de sa vie. L'expérience de la vie qui est dans le film est plus ou moins la même expérience que beaucoup de gens ont dans la vie. Ou s'ils n'ont pas eux-mêmes, le voisin, leur frère, leur sœur, leur cousin, non. Donc les gens s'y sont retrouvés. Ce sont des histoires de gens comme tout le monde, si on veut. Ce ne sont pas des personnages exceptionnels, mais il en fait des personnages exceptionnels. Et j'en sortais en pleurs, ému. Claude Sauté, qui avait failli renoncer à la réalisation, est lui ému par l'accueil public et critique, puisque 2 mois après sa sortie, son film est sélectionné au Festival de Cannes. Il a été vraiment très surpris par ce succès, parce que c'est un film quand même assez difficile, hein. C'est pas un film commercial, comme on dit. Il était fou de joie, lui. Ah non, il a su qu'il avait gagné son pari. Il n'était plus seulement un scénariste, il était également un réalisateur. Les choses de la vie, avoir fait les choses de la vie, cela représente quoi pour vous? Les choses de la vie, pour moi, c'est plus qu'un film. Je voulais dire que c'est le film qui m'a touché le plus de tous les films que j'ai jamais vus. Et j'espère que c'est pour tout le monde la même chose. Pour moi, avoir fait une œuvre, pas seulement un film, mais une vraie œuvre, sur le plan professionnel. Et personnellement, avoir revécu des choses que moi, personnellement, j'avais vécues dans mon existence déjà. En plein festival, accompagné des acteurs du film, Claude Sauté se livre à un exercice qu'il déteste,
la conférence de presse. Vous êtes venus nombreux alors pour voir. Ce n'est pas nécessaire de poser des questions. Moi, vous en poserez, mais ce sera pour moi. Le réalisateur a du mal à cacher sa nervosité. Et une question d'un journaliste américain va même provoquer un début de colère. Bon, alors pour commencer, je participe pas du tout à la sélection des films, ça me regarde pas. Je ne décide rien. Moi, j'ai fait un film que j'ai fini il y a 6 mois, la suite me regarde pas du tout. Les autres films, qu'est-ce que j'y fasse? Je peux rien y faire. Je ne suis pas sélectionneur, ni membre du jury, ni rien. J'ai fait un film, j'ai fini il y a 6 mois, ça ne m'intéresse même pas d'en parler. Maintenant, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est tout à fait son style. Il aimait pas trop le succès, il aimait plutôt être dans l'ombre quand même. Hein. Il disait, moi, s'il y a le soleil, j'aime bien être dans l'ombre. Le film ne remporte aucune récompense à Cannes, mais son grand succès en salle redonne au réalisateur le goût du cinéma. En février 1971, moins d'un an après Les choses de la vie, un nouveau long-métrage signé Claude Sautet est à l'affiche. Son titre, Max et les ferrailleurs, un polar sombre avec les mêmes acteurs, Michel Piccoli, Romy Schneider. Les critiques sont excellentes et pourtant le public n'est pas au rendez-vous. Le cinéaste est à nouveau rongé par le doute. Il tente de garder le cap, loin de Paris, dans le sud de la France. C'est pour faire plaisir à son épouse Graziella, d'origine égyptienne, que Claude Sautet achète un lieu de villégiature au bord de la Méditerranée, à Cogolin, dans le Var. C'était une maison de village où il y avait un bruit extraordinaire parce que l'épicier ouvrait ses portes à 6 heures du matin. Dans cet endroit, Claude Sautet donne à voir un visage très éloigné de son caractère habituel, comme en témoignent ses archives familiales. Ils passaient leur journée sur la terrasse, à ranger la terrasse, à s'occuper des plantes. C'était son refuge, il était bien. Il était détendu, il pouvait lire, écouter de la musique. Il faisait un peu le pitre, hein, parce que Claude, c'était quelqu'un de très très drôle quand même. Hein. C'était un homme qui était difficile, il était nerveux, il piquait des colères. Mais c'était comme des giboulées, comme la pluie dans ses films, hein. Ça passait et hop. C'est une pulsion. C'est quand il n'était pas bien, je crois, quand il était mal à l'aise. Son épouse est une des rares personnes à savoir gérer l'humeur explosive de son mari. Elle avait toujours son accent. Elle l'appelait Claude, comme si ça s'écrivait C-L-O-D-E. Claude, écoute, je t'en prie, ça t'es pas bon pour toi, tu te mets dans un état. Non, il a pas tort quand il te dit ça. Ah écoute, laisse-moi tranquille, ne te mêle pas de ça. C'est vraiment le truc de Coluche. Je m'énerve pas, Madeleine, j'explique aux gens. C'était ça. C'était une encre, ma mère, c'était une encre. C'était quelqu'un qui le rassurait, qui le protégeait. Il avait besoin de serrer Graziella contre lui. Parce qu'en fait, Claude était un type angoissé, très angoissé. Il avait peur de ne pas être à la hauteur, il avait peur de décevoir, il avait peur de se décevoir lui-même. C'est un exalté, un passionné, très, très émotionnel aussi, quoi. Moi, j'ai vu Claude, les larmes dans les yeux, mais je ne sais pas combien de fois. Quand il racontait quelque chose, il vivait les choses tellement que ses yeux s'embuaient, ça devenait encore plus bouleversant que ce qu'il nous racontait. Elle avait ce côté très maternel avec lui. Elle était sa femme et sa mère, je pense. Elle vivait pour lui. Elle lui était indispensable, Graziella. C'est une femme forte, hein, Graziella. Elle devait devoir l'être, hein, il fallait qu'elle le soit. Et cette forte influence ne se limite pas au domaine privé. Elle s'exprime également dans la création artistique. Moi, je me rappelle de certaines scènes. Le soir, il rentrait. J'allais avec lui dans le salon, on écoutait de la musique. Pendant ce temps-là, il avait donné quelques feuilles à Graziella, qui allait dans sa chambre les lire. Et puis elle appelait « J'ai fini !» Et il partait dans la chambre. Elle lui disait « Non, c'est pas bien.
Tu dois changer, c'est pas comme ça. Elle était sincère et elle lui faisait pas de cadeaux. Et elle lui donnait l'assurance et il lui faisait confiance. Pour lui, c'était le premier public déjà, et surtout le premier public féminin. Ceux qui craignent également la vie de Graziella, ce sont les scénaristes qui, chaque matin, attendent son verdict. Et il disait, alors j'ai raconté à Graziella, elle n'aime pas du tout ce qu'on a trouvé hier. Hein. Donc, c'était devenu un dragon. Et de temps en temps, il pouvait revenir en disant, alors j'ai raconté à Graziella, elle a beaucoup aimé. Alors là, c'était la joie dans la maison. Cette complicité essentielle entre Claude Sautet et son épouse se conjugue avec un évident désir de liberté. Claude Sautet était bel homme, séducteur, soyons honnêtes. Il avait à la fois le côté bourgeois, je dirais, avec sa femme et son fils, et puis il y avait le côté, effectivement, de quelqu'un qui aime boire, qui aime manger, qui aime la vie. Puis il aimait l'amour. Elle supportait ses nerfs, elle supportait ses disparitions, mais elle l'aimait tellement, elle l'aimait vraiment profondément, elle lui pardonnait tout. Tout. Et c'est Graziella qui va le pousser à ressortir d'un tiroir un scénario qui raconte d'une certaine manière leur histoire. Celle d'un triangle amoureux ou l'impossibilité de faire un choix entre deux vies. Une nouvelle fois, le réalisateur travaille les dialogues avec Jean-Loup Dabadi, et c'est avec lui qu'il s'interroge sur celle qui pourrait prendre les traits de l'héroïne, Rosalie. Claude me dit à un moment, on va quand même pas encore reprendre Romy, on va dire, ils sont capables de faire des films qu'avec Romy. Il avait été question de Catherine Deneuve, mais Catherine était enceinte. Quelques jours plus tard, Romy Schneider fait le point sur sa carrière avec son agent, qui est aussi celui de Claude Sautet. Sur son bureau traîne en évidence le scénario de César et Rosalie. Et Romy m'a dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, lis-le, quoi. Je savais que je pouvais le faire. Et elle m'a dit, je veux le faire absolument. J'ai appelé Claude et j'ai dit, écoute, Romy voudrait absolument le faire, alors qu'il se connaissait quand même. Hein. Elle m'a dit, c'est vrai, mais il avait besoin de cet enthousiasme. Cette envie fait tomber sa première réticence. Romy Schneider sera bien Rosalie à l'écran. Reste à trouver les partenaires de ce triangle amoureux. Samy Frey, un jeune acteur élégant et séduisant, fait l'unanimité. Pour le rôle de César, une rencontre à l'issue d'une première va souffler une idée au réalisateur. Ce soir-là, Claude Sautet croise Yves Montand. Il a trouvé que son visage avait changé, qu'il était mature mais à la fois enfantin. Vulnérable. Et Claude Sautet se dit finalement peut-être que ça va apporter à ce personnage de César une dimension insoupçonnée, une dimension supplémentaire. Mais Yves Montand ne se résout pas à incarner un mari trompé, en concurrence avec un homme plus jeune. Mais c'était une star, donc il a des exigences, il faut qu'il ait le beau rôle, donc il faut quand même pas trop lui demander de jouer les cocus, c'est un des deux ou trois acteurs français les plus populaires et les plus prestigieux, il a besoin d'être chouchouté. Montand hésite, mais son épouse Simone Signoret finit par le convaincre. Silence. Allez-y. C'est l'heure qu'il est. En mars 1972, Claude Sautet aborde ce tournage avec une appréhension plus forte que d'habitude. Aura-t-il suffisamment d'autorité pour diriger Yves Montand, un comédien réputé difficile? Il aimait imposer un certain nombre de choses, quoi, sa manière de voir les choses. Il avait ce côté donc fier et italien. Alors, tu regardes Christian? Je regarde. Bon, vas-y Yves, c'est bien. Tu vois? Oui, oui. C'est pas ça. Non, c'est un peu trop tôt. Voilà, reprenons plutôt de là, simplement. Maintenant, dis donc, je devais dire quelque chose. Attends une seconde. Montand, quelquefois un peu impatienté Claude, parce que Yves, vous savez, il avait cette chose-là, c'est que c'était un grand inquiet, et il voulait
ce que les metteurs en scène n'aiment pas toujours, ce que je comprends d'ailleurs. Il voulait un peu se mêler de tout. On n'a pas intérêt à le mettre si haut maintenant. Si on met plus bas, il descend plus bas. Pour le livre, oui. Bah oui. Ah oui, évidemment. On va ranger les cubes. Excusez-nous, non, mais il faut qu'on fasse ça au fur et à mesure. Il discutait beaucoup les plans, il empiétait peut-être un petit peu sur le domaine du metteur en scène. Ah oui, mais quand c'est un phénomène psychologique, on peut écrire un livre entier là-dessus. C'est avancé là-bas Oui, parce que la responsabilité, tu ne l'as plus. Non, je vais dire par là que tu la gardes, mais... Alors, attention. Il a fallu que Claude s'impose en tant que metteur en scène, en tant que directeur du film, et écoutant les conseils de ce que pouvait penser Montand, mais c'était lui qui décidait. Montrer à Montand que le chef, c'était pas Montand, c'était lui. Je trouvais que Montand en faisait trop, qu'il dansait, qu'il bougeait trop. Alors dans Césaire et Rosalie, il était tout le temps en train de le freiner. Parce que Montand était plutôt comme un clown un peu. Non, il y a un truc qui est peut-être possible, regarde bien. Tu le ramènes. Non, tu le rattrapes là. Voilà. Tu vois, Jean? Ah ben, c'est là que dans ce moment-là, on a passé de temps alors. Lorsque Montand ne jouait pas dans une scène, il était en train de tourner avec d'autres acteurs, Montand passait et puis il faisait couper. L'interventionnisme d'Yves Montand ne se limite pas au plateau. Il fait également passer ses consignes sur le choix des prises à la monteuse. Dis, petite, et tu sais, Claude, il a choisi la prise 3. Oh, je parle un peu gras dans la prise 3. Tu pourrais pas prendre la 2? Il verrait pas la différence. Bon, moi, je prenais ce que Claude demandait. En général, on en discutait et ça nous faisait rire, quoi. César, c'est probablement le personnage qui se rapporte le plus à Montand, à ce qu'il était dans la vie. Ça amuse beaucoup Sautet parce qu'il va s'en servir, Sautet, pour enrichir le personnage de César. Il va mettre les contradictions à cette époque-là de Montand dans le personnage que Montand est en train d'incarner. Montand est d'une mauvaise foi incroyable dans ce film. Il en a joué, il est génial, Montand. On peut y aller maintenant, vous pouvez? Oui. Bon, je vais au port avec Émile, besoin de rien? Ah non, merci. Yves Montand, qui est César? C'est un peu un parvenu, c'est un gars qui s'est fait tout seul, c'est un viril, tendre, marrant, égoïste, anti-héros, un peu lâche, très courageux quand il faut, un peu ce que nous sommes tous en fait. Et sa faiblesse, sa grande faiblesse, sa vraie passion, c'est Rosalie. Et lorsqu'il est amoureux fou de Rosalie, ben, il se conduit comme se conduisent la plupart des êtres humains dans des cas semblables. On répète. Bon. Supposons, tu viens de prendre du sable dans l'œil. Hein? Oh merde! Attends, d'abord il se marre. D'abord vous rigolez. Oh merde! Non, riez pas quoi, ça fait très mal. Oh, ça pique. Oh là là. Mais non, lui frotte pas l'œil, tu Ah, c'est con, hein. Là, c'est deux, Le fait que, apparemment, il y a une petite idylle entre Samy Frey et Romy Schneider sur le tournage, et que du coup, Montand en prend ombrage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Sautet va tirer parti, finalement, de ce qui se passe de rivalité sur le tournage, pour le mettre dans ses personnages et pour diriger ses acteurs dans ce sens-là. Ce qui est formidable chez Sautet, c'est voilà, il manipule les sentiments, l'amitié d'une façon extraordinaire. Je veux dire, on comprend qu'une femme puisse hésiter entre Yves Montand d'un côté et Samy Frey de l'autre. Oh, bon. Et là, il faut que Romy retourne là-bas. Et quand Romy se retourne, Yves se lève. Voilà. Là, tu regardes un peu vers la mer. Non, attends, pas comme ça, regarde un peu. Qui est Rosalie? Est-ce que vous pouvez me dire qui est Rosalie? Non, je ne peux pas vous dire. Pas maintenant. Je vous dirai ça quand le film est terminé. De toute façon, je l'ai envie. C'est une femme que j'ai envie. J'envie. C'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. César aime Rosalie, qui aime David, qui aime César, qui aime Rosalie. Voilà. C'est banal, en fait. Rosalie aime deux hommes, mais c'est pas cette situation qui est particulière. C'est la façon
dont elle se comporte avec chacun des deux hommes, et la façon dont chacun d'eux se comporte avec elle, qui est le caractère particulier du film. J'avais pas vu la mer depuis... Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Parce que je le savais pas. La maison, tout, c'est comme dans les lettres. Hein. Les lettres de qui? Chacun des personnages essaye de franchir tout à fait honnêtement des conventions. Les personnages arrivent à des stades plus élevés de rapport, mais ils n'en sont pas plus heureux. Simplement, ils franchissent des stades. Et ils sont de très bonne volonté. Je crois que c'est un film très tonique, je pense. Pessimiste, optimiste, je ne sais pas du tout. 802 3e. Clap à la fin. Jusqu'au dernier jour de tournage, le réalisateur maintiendra le flou sur le choix final de Rosalie. La fin sera donc ouverte à toutes les suppositions. César et Rosalie sort le 11 octobre 1972 et attire 2 500 000 spectateurs. Claude Sautet devient un réalisateur en vue. Grâce à lui, Romy Schneider est au sommet de sa carrière et Yves Montand a déjà envie de renouveler l'expérience. Il le fera en 1974, incarnant Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres. Avec un film tous les 2 ans, le metteur en scène tient un rythme de travail soutenu et la préparation obéit aux mêmes règles. Il s'enferme dans un appartement de la rue de Pontieux, à 2 pas des Champs-Élysées. J'ai l'impression que c'est toujours la même scène. Combien de fois il y a été? 2 fois. 2 fois, pas plus. Ah non, 2 fois, oui, parce qu'il y a le compost. C'est tout. Pourtant, il faut qu'on y aille parce que on s'en souviendra pas assez. Mais alors, une scène courte, en vérité, elle l'envoie sur les roses, quoi. C'était un petit bureau tout simple. Je me souviens que la salle était enfumée, le bureau était enfumé, comme dans ces films d'ailleurs. C'était presque une scène d'un film de Sautet, c'était ça qui était assez drôle. Impeccable, c'est ça. Claude marchait comme un lion en cage, en réfléchissant à haute voix, de manière parfois pas compréhensible. Alors, ce qui nous manque, c'est effectivement le rapport entre Mado et Maneka. Eux deux, on les a pas du tout. On a Mado là, Maneka avec Simon là. Alors avant que Simon est chez Baradec, il faut absolument les voir dans l'intimité, tu vois, il faudrait les voir par là, quoi, tu vois. Il commençait à parler des scènes, il commençait à parler avec la voix des personnages, pendant que le co-scénariste, il reste assis, il essaie de taper à la machine ou de prendre des notes sur ce que Sautet est en train de dire. C'était très vivant, très physique, très sonore. Quelquefois, avec Claude, ça allait jusqu'aux larmes. Il s'investissait totalement dans les situations. Alors on ferait une espèce de scène silencieuse. Tu vois, Mado qui coupe les cheveux de Maneka qu'on voit de dos. C'est pas trop long, là. Quoi? Exposé d'Antoine. Moi, j'ai pas l'impression de lassitude, moi. Il ressentait l'émotion des situations et des personnages, donc il était simplement dans une espèce de convulsion, de petite transe d'artistes comme ça dont il avait besoin. Et ce travail de recherche se poursuit le soir, à son domicile. J'ai fait un certain nombre de tentatives, je continuerai à le faire d'ailleurs, pour voir les Français chez eux. On me l'a reproché à tort, à mon avis. Car naturellement, c'est un peu artificiel. Pendant des heures et des heures, le réalisateur inscrit sur des grands tableaux des indications dont il est le seul à connaître le sens. Il y avait des règles, des crayons différentes, des crayons à pointe dure, à pointe sèche, à pointe grave, à pointe je sais pas quoi. Et il était très ordonné, très méticuleux. Il fallait qu'il ait des repères devant lui toujours. Et s'il était dans l'imagination, je pense qu'il avait peur, quoi. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais je pense que ça faisait partie d'un processus d'assimilation. Et c'était une approche technique qui le rassurait. Et ça ressemblait très exactement à des partitions musicales, avec toutes les partitions pour orchestre, avec tous les différents instruments. Et on a comme ça, couleur par couleur, on sait la présence de tel ou tel acteur, l'utilisation de tel ou tel décor, les jours de présence sur le plateau.
Celle qui voit se dessiner un peu plus chaque soir le découpage précis du prochain film, c'est son épouse Gradiela. C'était dans leur chambre à coucher, face au lit, un grand panneau en liège, où il épinglait avec des punaises. Elle adorait le voir colorier ses plans. Donc il y avait des gros feutres. Et c'était marrant de le voir, moi je me rappelle. Il avait ses lunettes. Puis il me disait, oh, ben, il me reste les 7 23e de mon film à faire. Et lorsque cette phase est terminée, le metteur en scène convoque son producteur, à qui il confie un chronomètre. J'allais chez lui rue des Gobelins, et il jouait le film, avec des déplacements, et c'est de façon très enfantine. Il faisait comme ça, hop, j'allume le moteur, et il se retournait vers moi, très angoissé, et il disait, bon, la séquence combien? Je disais, 52 secondes. T'es sûr? Oui, écoute. Alors, il prenait son cahier, il notait 52 secondes, séquence 84. Des méthodes de travail toujours identiques, comme ces thèmes d'inspiration, puisés dans ce qui lui est familier. Si c'est pas son propre vécu qui l'arrange, qui disloque, mais qui est un truc qu'il connaît bien, puisque c'est son propre vécu, dans tous ses films, si il n'y a pas ça, il n'y a pas de film. Dans tous ces films, comme il disait, j'ai l'impression d'avoir refait le même film toute ma vie, c'est tout de même aussi un peu les mêmes personnages et qui sont très souvent Claude. C'était un enfant très timide, très longtemps très timide, très peu sûr de lui. Et donc, quand on est timide, on a tendance plutôt à observer, à écouter les autres avec attention. Et donc, je pense qu'il a puisé tous ces personnages dans ce qu'il a connu quand il était enfant, et adolescent et même adulte. Et c'est justement un traumatisme survenu dans son enfance qui va lui inspirer un film. Il est lié à l'histoire de son père, Jean, aviateur durant la Grande Guerre. Quand il est rentré de la guerre, il a eu du mal à s'adapter à la vie civile, donc il a fait plein de petits métiers. Il a commencé à boire, beaucoup d'aventures féminines, il a délaissé le foyer. Un héros déchu, il se saoulait, il buvait beaucoup. Il avait des problèmes de gestion de l'argent, de finances. Il a été gardien de parking, il a fait tous les métiers. Il est descendu. Et c'est quelqu'un qui ne parlait pas. À part le sport, il n'y avait aucune conversation. Claude était très frustré par ça. C'était un peu comme une espèce de figure fantomatique, ce père, comme il en parlait. Mais il avait quand même de la tendresse pour son père, voilà. 15 ans après la mort de son père, Claude Sautet est toujours hanté par le sentiment d'être passé à côté de lui. Mais cette fois, il se sent enfin prêt à raconter ce dialogue inexistant. On avait l'impression que c'était un sujet qui le bouleversait parce que quand il racontait l'impossibilité de rapport entre le père et le fils, il pleurait. Il pleurait, mais vraiment, ça le bouleversait. Et puis, c'était un nœud, c'est-à-dire un nœud inextricable qu'il vivait de façon tragique en le racontant, mais comme étant une histoire qui ne le concernait pas, qui étaient les autres personnages. C'est au bord de la mer, en Normandie, que Claude Sautet débute au mois de février 1980 le tournage du film Un mauvais fils. Patrick Devers a accepté ce rôle qui fait écho à sa propre histoire. À 17 ans, l'acteur a découvert un secret de famille, le mensonge de sa mère sur l'identité de son père. On l'a cherché, son père, quand on s'est connus. Au bout d'un an ou deux, on s'est dit, tiens, on va aller voir. Il me paraît qu'il habite dans tel coin. On est allé voir à Boulogne. On a cherché dans les annuaires qui pouvait être. Il a même, je crois, téléphoné à une dame un jour. Mais quand son père est mort, personne ne l'a prévenu. Donc il le savait. Ça se trouve, il était déjà mort quand on le cherchait. Il aurait voulu savoir qui était son père, comment il était, comment il allait vieillir. Enfin, c'était une curiosité. Il pensait qu'il lui fallait une image, quoi. Ça il ne l'a pas eu. Quand il avait été pressenti et engagé pour Sautet, il marchait à 20 mètres du sol. Il avait envie d'aller au bout de ce qu'il pouvait faire.
Attends, mais attends, mes enfants. Oui, je joue marrant, oui. Je suis bien pour faire ce que je vais faire. Quand un mec a écrit un film, il en est à son maximum, c'est-à-dire qu'il est l'auteur. Alors, il a écrit au mieux. Quand Sautet vient me dire « Est-ce que tu veux tourner pour moi ?» D'abord, je suis très content. Ensuite, son maximum à lui, moi, c'est mon minimum. C'est-à-dire que moi, je prends un truc et je dis qu'est-ce que je vais faire avec ça. Par rapport à la flotte, j'ai l'impression qu'on a. Je sais pas, vous en êtes là. On va être là, nous, voilà. Vous en êtes là, je veux dire. Oui, mais exprès, parce que ça change les positions. C'était un comédien d'un professionnalisme extraordinaire. Si jamais il se trompait d'une place de 3 cm, il s'excusait auprès du cadreur. Le soir, on allait voir les rushs parfois avec Patrick et il sortait de là en disant « c'est de la merde, ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est nul ». Ce qui était le plus sensible chez lui, enfin ce qui était le plus à fleur de peau, c'est le doute qu'il avait sur lui. Il n'était pas sûr d'être le meilleur, il trouvait qu'il y avait des gens mieux que lui. Ce que je veux faire, c'est sans eux. Je fais oui, mais c'est bien ça. Tu vois, un petit truc là. Puis après, hop, ça va à la vitesse qu'on veut. Il voulait se mettre vraiment au service du film et du metteur en scène, quoi. Il était dédié, il était habité et il voulait être honnête dans sa façon de décrire le vécu de ce personnage et fidèle, probablement aussi, très fidèle à sa vérité. Ou bien on oriente la table, bouge pas. Le personnage qu'incarne Patrick Devers est Bruno Calgagni, un garçon qui sortant tout juste de prison, tente de renouer le contact avec son père, joué par Yves Robert. Pourquoi tu m'as dit que j'étais un assassin? Que je l'avais tué parce que j'étais parti? Oui, tu étais parti. Et toi, où t'étais? Mais au nom de quoi tu me parles comme ça, toi? De quel droit? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'a demandé de revenir? Excusez-moi. Bruno, tu ne peux pas partir. Relâche-moi, toi, t'es comme lui, vous êtes deux salauds. Non, retire ça, toi. Tu entends? Retire ça tout de suite, tu entends? Sautet savait qu'avec Devers, il avait avec lui une sensibilité qui était très profondément la même que la sienne, notamment dans sa fragilité sentimentale. Je ne sais pas si c'est reconnu dans la sensibilité, la souffrance de Patrick Devers, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il la comprenait parfaitement. Et que très souvent, il venait me voir et il me disait « Ah, Patrick est bouleversant, je suis bouleversé par Patrick ». Il venait souvent me le dire. Trop vieux. Claude Sautet avait une passion pour Patrick Devers, un amour, une tendresse. Il était très, très proche de lui. Et ça passait par une espèce d'intuition. On avait l'impression qu'il devinait tout le temps ce qu'il pensait. C'était prodigieux à voir, prodigieux. En écrivant le rôle, Claude Sautet ne pensait pas à Patrick Devers. Mais étonnamment, son histoire personnelle se confond avec celle de son personnage, un ancien toxicomane qui essaie de s'en sortir. Patrick n'était pas très heureux à l'époque. Il était séparé de Miu Miu. Il y avait un problème pour voir ses enfants. Et donc, il était un peu déchiré. Et déchiré dans tous les sens du terme. Je ne pense pas que dans sa vie, ça lui ait fait beaucoup de bien de jouer ce rôle. Mais il avait vraiment envie de le faire et d'être crédible et d'y aller à fond, quoi. Devers se sent à la fois libre et en même temps protégé par le regard bienveillant de Claude Sautet. Pendant le tournage, il n'a pas besoin des addictions qu'il a dans la vie. Avec Sautet, le rapport humain était tel qu'on ne pouvait pas trahir Sautet. Parce qu'il y avait ce lien profond, c'est que si t'es bon, je suis bon et réciproquement. En cultivant ce lien profond, Claude Sautet réussira à tenir son acteur jusqu'à la fin du tournage. En revanche, la veille de la sortie du film, l'acteur Patrick Devers a boxé un journaliste parce qu'il n'était pas content de son article. Il s'estimait trahi.
Je n'invente rien, c'est aussi simple que cela. Dans le journal du dimanche, notre confrère Patrice Delussac avait publié un article sur Patrick Dewaere. Conséquence, quelques jours plus tard, l'acteur sonne à la porte du journaliste, accompagné de ce que l'on pourrait appeler de loupard, et l'envoie au tapis d'un coup de poing dans l'œil. Patrick Dewaere n'a pas supporté un article qui s'est focalisé sur sa vie privée en révélant son futur mariage. Et avant même que j'ai pu donner la moindre explication, il m'a dit tu dois payer, tu dois raquer, et les coups ont commencé à pleuvoir. Je crois qu'il a été choqué par l'exploitation photographique, c'est-à-dire nous avons passé des photos de lui et de sa femme, mais des photos qui n'ont pas été prises à son insu, des photos d'archives datant du Festival de Cannes, donc des photos tout à fait officielles, et donc ce sont tout à fait des choses normales. Et j'ai été très surpris de son incursion chez moi, de son expédition punitive avec deux loupards de ses amis pour me casser la gueule. Moi, j'ai une femme qui veut pas. Je veux dire qu'elle veut pas être Madame Dewaere à longueur de journée, ça l'emmerde. Si un jour elle a à voir avec les journaux, et si on la nomme, c'est pour être ce qu'elle est, elle, et pas la femme de Dewaere toutes les 30 secondes, je veux dire. Bon, ça la regarde, je sais pas si c'est généreux ou quoi, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, c'est elle, et puis j'ai juré que je ferais mon possible pour la protéger. Pas de regret? De regret de ce que j'ai fait? Non, non, aucun. Aucun, fallait le faire, c'est tout. En pleine promotion du film, Patrick Dewaere comprend qu'il faut calmer le jeu. Dès le lendemain, il accepte l'invitation d'une autre chaîne pour tenter de dissiper le malaise. Vous ne pensez pas tout de même, sans aller jusque-là, qu'un homme comme vous, comédien de renom, devrait être dans les premiers à éviter ce genre d'attitude? De quoi? Comédien de renom, homme célèbre. Oui, je sais bien. Je sais bien. Citez un exemple par des spectateurs qui vous voient. Je sais bien, je regrette d'avoir été jusque-là. Je regrette d'avoir été jusque-là. Simplement, je dis peut-être que je n'aurais pas dû le frapper. Peut-être que j'aurais dû simplement le disputer. La fréquentation des journalistes fait tout de même partie de votre métier. Non. C'est une nouvelle forme de cinéma. Oui. Ce n'est plus le star system. Non. Vous êtes un homme public, quand même, vous ne pouvez échapper à cela. Non, si, je veux échapper à cela. D'ailleurs, j'échapperai à cela, puisqu'à partir d'aujourd'hui, et depuis cette histoire, j'ai pris la décision de ne jamais plus faire la promotion des films. Je n'aurai plus jamais aucun rapport avec les journalistes, je ne serai qu'acteur. Pour Claude Sautet, le mal est fait. Ce règlement de compte a parasité la sortie du film. Il en a pleinement conscience lorsqu'il participe à une émission de cinéma 4 jours plus tard. Claude Sautet, vous, à propos de ce dernier film, on dit aussi que c'est un autre univers. Je ne sais pas très bien. Que vous abordez là, c'est un autre monde. Je trouve pas trop, moi. Voilà. Je trouve pas trop. dit Robert. Non, disons que les personnages sont différents des personnages des derniers films de Claude. Le réalisateur ne revient pas sur ce qui a déclenché l'écriture du film. Il va en revanche adresser un message personnel. Claude, vous avez un fils. Oui. Bon, qui a pratiquement l'âge qu'a Bruno dans le film. Plus jeune, oui. Mais enfin, oui, j'ai eu des difficultés de rapport, pas celui du film, mais j'ai toujours senti qu'il avait un besoin de parler, de communiquer, que je n'arrivais pas à satisfaire. J'étais moi-même intimidé devant lui. On ne trouve pas les mots, tous les mots ont l'air plats, les enfants le sentent eux-mêmes. Nous, on n'ose pas les employer. Il était souvent absent. Je ne le voyais pas souvent. Donc, on a eu des rapports, je sais pas difficiles, mais pas beaucoup de rapports, finalement. Pas beaucoup de rapports. Mais en même temps, je me rappelle, je dis ça, mais en même temps, il était présent. Il y a des moments où je me rappelle, par exemple le dimanche, on était ensemble, on regardait Monsieur Cinéma, on adorait ça, on regardait le sport ensemble. Il adorait le sport, hein, le Tour de France, tout ça, on regardait ensemble. Alors par contre, on n'a jamais eu de conversation intime, hein, jamais. Il disait qu'il avait du mal, oui, qu'il avait du mal à dire à son fils qu'il l'aimait, mais il avait du mal à le dire à tout le monde. J'ai jamais entendu Claude dire « j'aime mon fils ». Et il aimait son fils, bien entendu, ça se ressentait. Il était pudique, il était extrêmement pudique. Moi, à un moment, j'ai fait une collection de timbres. Donc, il s'est intéressé à ma collection de timbres. Et puis au début, il me regardait classer les timbres. Puis après, au bout d'un mois, il m'a dit « Tiens, je t'ai acheté une pochette de timbres. »
j'étais content, il m'a acheté une pochette de timbres. Donc je place ces timbres. Puis après, une semaine après, tiens, je t'ai encore acheté une pochette de timbres. Et puis petit à petit, il m'a offert tellement de timbres que j'en pouvais plus. Il voulait bien faire, mais c'est difficile d'exprimer ses sentiments à ses enfants. Je ne vais pas dire, mon enfant, je t'aime toute la journée. Je sais pas. Mais jamais, il était très secret quand même. Hein. C'était quelqu'un... Toute son œuvre nous dit cette incapacité. Toute son œuvre décline cette incapacité à parler, à dire « je t'aime ». On est toujours au bord des mots, au bord des larmes, et puis non, on ne peut pas, ou on le sait, ou quand on le pourrait, c'est trop tard. Donc, oui, c'est lui-même cette pudeur qui est un empêchement. Voilà. Grâce à ce long métrage, Un mauvais fils, Claude Sautet s'est d'une certaine manière libéré d'un poids familial. Voilà pour l'incidence, heureuse en quelque sorte, d'une aventure cinématographique qui s'est soldée par un semi-échec. Faute de spectateurs, le film a été rapidement retiré de l'affiche. Le réalisateur n'en a pas fini pour autant avec le cinéma. Il a toutefois besoin de plus longs moments de respiration dans sa maison de Cogolin. C'est là-bas qu'il va apprendre une tragique disparition. Dernière nouvelle, Philippe Labro. Oui, nous venons de recevoir des informations selon lesquelles la célèbre actrice de cinéma Romy Schneider aurait été trouvée morte ce matin à son domicile. Bien évidemment, nous allons enquêter pour avoir plus de détails. Il a dit « il faut que je roule ». Enfin, il a roulé pratiquement toute la journée. L'actrice Romy Schneider serait morte. On me tend à l'instant, s'il vous plaît, merci, une dépêche qui donc confirme, c'est un bulletin de l'agence France Presse, Paris 29 mai, Romy Schneider, trouvée morte samedi matin, aujourd'hui donc, à son domicile parisien. Ça a été un choc terrible parce qu'elle faisait tellement partie de notre vie. Depuis Les choses de la vie, un lien tendre et complice unissait le réalisateur et la comédienne. 4 autres films avaient suivi, dont le dernier, Une histoire simple, qui lui avait valu le César de la meilleure actrice. Sautet est toujours resté conscient de ce que la rencontre avec Romy Schneider avait été d'important et d'essentiel dans son cinéma. Claude a trouvé en elle une interprète absolument formidable qui lui permettait d'aller loin dans les portraits de femmes qu'il a si bien réussi. Des femmes combatives, indépendantes, qui ne se laissent pas faire. Romy Schneider incarne la française type des années 70 et 80. Et Sautet, il va quand même être fier d'avoir fait de cette Allemande ou Autrichienne la vedette préférée des Français. Elle lui téléphonait le soir, en général vers 3h ou 2h du matin. Elle lui disait « je suis seule, je suis malheureux, je suis seule ». Il nous a parlé de ses fragilités, à la fin de sa vie, où il était obligé d'aller la ramasser au milieu de la nuit parce qu'elle était tombée. Il était très attaché à cette femme. Claude Sautet a toujours en tête cette promesse qu'il lui avait faite, lui offrir un nouveau rôle pour ses 50 ans. Il roule tant et si bien, comme le personnage de Piccoli dans Les choses de la vie, il roule tant et si bien qu'ils ont eu un accident. Il a eu un accident ce jour-là, le jour de la mort de Romy, comme dans le film. Un accident sans gravité, qui traduit toutefois la grande émotion du réalisateur. Claude Sautet prend la décision de ne pas assister aux obsèques de la comédienne. Et 2 mois plus tard, c'est un nouveau choc qui le touche, avec la même violence, le suicide de Patrick Devers. Claude a peur de la mort. Enfin, la mort des autres. Parce qu'en perdant les autres, il perd une partie de lui-même. Donc il n'en parle plus. C'est une manière comme une autre de ne pas être triste. Cette fuite en avant va passer par un tournage. Qu'est-ce qui se passe avec Gilbert? Il s'en va, mais je vous préviens. Si Gilbert s'en va, je m'en vais aussi, moi. J'ai pas que ça dans ma vie, hein.
Claude Sautet retrouve Yves Montand, tout aussi caractériel que la première fois dans César et Rosalie. Le film s'intitule Garçon. Claude nous le racontant, il m'a fait un numéro, il veut pas être garçon de café, Montand peut pas être garçon de café. Non mais il disait, c'est pas possible, de quoi il nous parle lui? Il est qui? Il est comédien, il fait ce qu'on lui demande, voilà. Le personnage ne change pas, mais le réalisateur lui invente toutefois un autre passé, premier signe d'une perte d'autorité. C'était un film qui partait dans tous les sens et qu'il n'a jamais réussi à contrôler. Il n'a jamais réussi à contrôler Montand et il lui arrivait quand même plusieurs fois de dire qu'il n'était pas possible, ça devenait infernal, qu'il devenait beaucoup trop mécanique, beaucoup moins intéressant et qu'il n'arrivait plus à le diriger. À la fin du tournage, Claude Sautet sait que son film n'est pas abouti et son mauvais pressentiment se confirme lors de la sortie. Il n'arrive à convaincre ni la critique, ni les spectateurs. Il est apparu qu'il se renouvelait peut-être pas assez, que ça devenait une manière trop répétitive, que Montand était peut-être moins bien là-dedans qu'il avait été avant, donc il a certainement été désarçonné par cela. Ses plus gros succès sont derrière lui. On n'arrête pas en plus de dire mais Sautet c'est le grand portraitiste des années 70-80. Est-ce que Sautet a pu évoluer avec la société? Claude a certainement senti qu'il était au bout de quelque chose, qu'il avait travaillé avec une certaine génération d'acteurs et qu'il ne pouvait pas continuer de cette manière parce que ça s'essoufflait. Claude Sautet se demande s'il n'a pas fait son temps. Et donc il arrête de faire des films. À 60 ans, l'envie n'est plus là. Claude Sautet est un réalisateur prestigieux à la retraite. Il revient à ce qui l'occupait avant les choses de la vie. Alors à ce moment, il a beaucoup aidé tous ses amis metteurs en scène. Il les aidait, il allait sur le tournage, il regardait leurs scénarios. Il a attendu qu'on lui mette entre les mains un projet qui lui donne envie de refaire du cinéma. C'est comme le long silence avant les choses de la vie. Quatre années ont passé, lorsqu'un jeune producteur demande à le rencontrer. Il n'a qu'un désir, travailler avec lui. Il m'a dit « Tu peux lire le livre de Jocelyn qui s'appelle « Quelques jours avec moi ». Le titre me plaît, mais j'en sais pas plus. » La situation professionnelle dans laquelle j'étais, c'est-à-dire de débutant, fait que même s'il m'avait dit « Lis l'annuaire du téléphone », j'aurais répondu « Je crois qu'il y a quelque chose à en tirer, on peut s'y mettre ». Claude Sautet se décide à reprendre le chemin des studios. Il collabore avec un nouveau scénariste sur une satire de la bourgeoisie. Le héros de son film, âgé d'une trentaine d'années, l'oblige à s'intéresser à une nouvelle génération d'acteurs. Devers était mort, on était forcé de taper dans des gens de 40 ans et moins. Et ça, il s'en est très bien rendu compte et il n'y avait pas de choix. Il n'avait pas maquillé le pauvre Piccoli en adolescent. Michel Blanc, qui vient de tourner un rôle décalé dans Tenue de soirée de Bertrand Blier, est pressenti pour le rôle. Et Michel Blanc a dit non. Bon, alors évidemment, il était un peu troublé, déçu, un peu vexé. Il s'est dit, alors je n'intéresse pas la génération actuelle. Bon. Et alors à ce moment-là, il y avait Daniel Auteuil qui lui sortait de Jean de Florette, mais qui n'avait absolument jamais rien fait de ce genre. Il a été inquiet parce qu'il avait quand même peur de faire un film avec Claude Sautet. Il succédait à une ribambelle d'acteurs très prestigieux. Une rencontre est organisée dans un café. Claude Sautet commence à décrire à Daniel Auteuil son personnage, un homme sans affect qui observe le monde. C'est sûr que pour un acteur, c'est une indication qui laisse un peu perplexe, surtout quand c'est pas son école. Il trouvait ça trop bizarre, il pensait qu'il pouvait pas jouer ça. Effrayé à l'idée de ne pas être à la hauteur, l'acteur refuse finalement le rôle. J'ai appelé Auteuil en le traitant de con. Et Emmanuel Béard m'a aidé en lui disant « Mais t'es complètement con, non ?»
Tu as continué à faire tes Molinaro et tes machins comme ça toute ta vie. C'était une ouverture très différente de ce qu'il avait connu, aussi bien de metteur en scène que de personnage. Et à ce moment-là, Daniel Auteuil est rappelé en disant « Je me suis complètement trompé, je vais faire le film ». Dès les premiers jours du tournage, Claude Sautet retrouve ses vieux réflexes. Une manière bien à lui de diriger les comédiens. Daniel Auteuil, donc, et sa partenaire Sandrine Bonner. Sautet donnait très peu d'indications psychologiques. Il disait pas tu penses ci, tu penses ça, tu fais ci parce que tu penses ça. C'était pas du tout comme ça. C'était vraiment tu fais ci, tu fais ça, tu parles comme ça. C'était que du comportement, quoi. Il connaît tellement son film qu'il faut que ce soit comme ça. Il l'a écrit, il sait ce que ça doit donner, il sait ce que ça doit rendre, et il faut lui le donner. Il n'y avait aucune improvisation. C'était vraiment... s'il y avait une virgule, et ben on jouait à la virgule, et les comédiens devaient jouer la virgule. Il voulait que la phrase, les phrases, soient rythmées, qu'il ait le rythme que lui, il voyait, hein, et il voulait reproduire ce rythme. Je sais pas si... Faut que tu demandes l'autorisation. Mais non. À quelle heure? Il tournait à la réplique. On tournait un plan, le comédien donnait une réplique, hop, on coupait. On retournait, la caméra passait de l'autre côté, on tournait la réplique, une ou deux phrases, c'était pareil, il coupait chaque fois. Auteuil s'y est parfaitement bien abandonné. Il était bien content de se rattraper à quelque chose de très... Voilà, qu'on lui dise vraiment à quel moment il fallait s'asseoir, à quel moment il fallait se lever. Ça l'arrangeait plutôt. Pas longtemps. En parlant, c'est pas longtemps, tu vois. La comédienne Sandrine Bonner, elle, montre des signes d'agacement. Silence. Daniel? Pas longtemps. Elle était habituée à ce cinéma-là, à ce cinéma brut, comme ça, où on va révéler une personnalité plutôt que de jouer un rôle. Donc toute la mise en scène de Sautet, elle trouvait ça vieux jeu, elle trouvait ça contraignant, et elle trouvait que, disons, ça ne la laissait pas s'épanouir. Elle ne pouvait pas se lâcher. Elle était prise dans le carcan de son personnage. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien compris à ce qu'elle avait fait sur ce film. Sandrine Bonner n'a pas gardé un très bon souvenir du film. Et une semaine avant la sortie, je ne veux pas dire qu'elle a démoli le film, ce serait trop loin, mais elle était très très dure sur le film et sur Claude. Cette amertume exprimée publiquement portera-t-elle préjudice à ce film? Ce retour de Claude Sautet au cinéma, dans un genre nouveau, sera-t-il salué par la critique? Vous voulez dîner avec moi? Vous aimez le champagne? À quoi ça rime, cette histoire? Vous me prenez pour quoi? Vous croyez comme ça, pour venir faire une passe? Il y a sûrement une agence en ville, spécialisée dans ce genre de trucs. Non, mais vous ne comprenez pas. Aussi, comme vous n'avez trouvé personne, vous rabattez sur la boniche. J'ai rien contre les bonnes, les pauvres. Il se trouve que j'en suis pas une. Je sais. Je voulais seulement dîner avec vous. Vous vouliez? Et moi, je compte pour du beurre? Vous m'avez pas demandé mon avis? Vous avez raison. Mais je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour vous rencontrer. Vous connaître. Buvez juste un verre, après vous partirez si vous voulez. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, mais 5 minutes. Quelques jours avec moi réunira 900 000 spectateurs. Un nombre d'entrées bien supérieur à celui de Garçon, son précédent long métrage. Il a été très heureux du succès du film et ça a effectivement relancé beaucoup de choses dans son désir de cinéma. Et le succès de Quelques jours avec moi permet à Sautet de se dire, finalement, je ne suis pas fini en tant que metteur en scène, c'est une renaissance, Quelques jours avec moi. En 1993, Claude Sautet reçoit le César du meilleur réalisateur pour le film Un cœur en hiver, qui réunit Daniel Auteuil et sa compagne Emmanuelle Béard. C'est à elle qu'il pense d'ailleurs pour un rôle dans son prochain film l'année suivante. Son titre, Nelly et Monsieur Arnaud. Le tournage est lancé à l'automne 1994. Dans un café parisien,
Michel Serrault tourne pour la première fois sous la direction de Claude Sautet. Je sentais Claude agacé parce qu'on n'allait jamais au bout du plan. C'est-à-dire qu'on te retournait, coupé. Qu'est-ce qui se passe on refait. Serrault, au début, a voulu faire du Serrault et Sautet ne voulait pas que le film soit entraîné sur ce terrain-là. Il avait une peur épouvantable du cabotinage, de la complaisance. Et souvent, Serrault, il partait par là. Mais il a toujours envie de rajouter des choses, et de dire, enfin, comme il faisait, bah oui, madame, c'est comme ça, voilà. Bon. Et donc à ce moment-là, Sautet dit non, on coupait. En ajoutant des expressions à son texte, Michel Serrault essaie de masquer en fait une faiblesse. Serrault commençait à avoir des problèmes de mémoire à l'époque. Sautet, c'est quelqu'un d'impatient. Et chaque fois qu'il y a un obstacle à la fluidité d'une scène, ça devait me mettre en rage. Oui. Il dirigeait Serrault à l'intonation, c'est-à-dire qu'il disait, là, tu vois, ta fin de phrase, il faut la dire comme ça, il ne faut pas la monter, il faut plutôt la descendre, etc. Il lui disait des choses comme ça. Et donc, ça a fortement agacé Michel. Et Serrault, un jour, il a craqué. Je me souviens, il est venu me voir sur le plateau, très discrètement, puis il m'a dit, mais c'est qui ce type ? Mais je comprends pas, il est méchant ou quoi? On m'a jamais dirigé comme ça, on dirige pas Michel Serrault comme ça. Moi, je suis assez grand pour dire mes textes tout seul, comme je dois les dire. Moi, je vais craquer, hein. La première semaine, ça a été terrifiant, mais terrifiant. Il m'appelait tous les soirs en me disant, c'est très simple, ce mec, je le vire demain. Je dis, Claude, je t'en supplie, calme-toi. Le problème qu'il ne se rappelle pas de son texte, c'est normal, c'est un homme de théâtre, il improvise. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je le vire demain. Le producteur doit à tout prix sauver le film. Un dîner est organisé entre le réalisateur et son acteur. Sautet n'a pas l'intention de se laisser déborder, comme avec Yves Montand. C'est Michel Serrault qui a plié. Claude a dû lui dire, voilà, écoute-moi, c'est comme ça que je conçois le film, c'est comme ça que je conçois ton rôle. En plus, le film était déjà engagé, il y avait déjà 2 semaines de tournage sur les 12 ou 13. Il a compris qu'autrement le film était en danger, en péril, et que ça allait devenir infernal pour lui aussi. Voilà, parce que là, on allait sans doute rentrer dans un conflit plus ouvert, et que personne ne pouvait se le permettre. On peut mettre un petit dossier bleu de ce papier. Oui, c'est ça, oui. Si tu veux fermer... Après cette explication, le tournage se poursuit en studio. Une technique est trouvée pour pallier les trous de mémoire de Michel Serrault. Donc il avait des papiers partout sur les murs, et c'était comme ça. Et c'est là où Serrault était absolument incroyable, c'est que c'était lui qui plaçait les ardoises. Il savait comment il allait jouer, et donc il plaçait les ardoises là où il devait dire son texte, au moment où il devait dire son texte, dans le regard qu'il aurait à ce moment-là. Voilà, monsieur. Potter. Ça vous donne un visage studieux. Je n'avais jamais quitté la France. Point. La dernière. C'est un autre. Voilà, c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est que les deux tables, elles se confondent. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre, je pense, mimétique. C'est que Serrault, qui ne sait pas comment jouer Monsieur Arnaud, il va se dire, pour le jouer, je n'ai qu'à imiter Claude Sautet lui-même. Il avait compris que le personnage, c'était Sautet, et qu'il fallait faire Sautet. C'était le double. Il était habillé comme Sautet, il était coiffé comme Sautet, c'était absolument incroyable. Moi, j'ai cru d'ailleurs, dans les premières photos que je voyais de Denis Messer-Arnaud, j'ai dit, Claude joue dans son film. Mais non, on me dit, mais non, c'est pas Claude, c'est Michel Serrault. Et à partir du moment où Serrault, finalement, accepte de se mettre dans les mains de son réalisateur, et plus que ça, de s'identifier à son réalisateur, ça devient une entente idéale. Voilà, ça c'est beaucoup plus dans le ton. C'est beaucoup plus dans le ton. Autrement, ça fait trop... Michel Serrault réussit à se fondre dans le personnage de Monsieur Arnaud, cet homme âgé, amoureux platonique de Nelly, interprété par Emmanuel Béard. Ce scénario est né d'une scène vécue à la terrasse d'un café.
Un vieux monsieur signe un chèque à une jeune femme. Claude Sautet imagine leur relation. Je peux vous le donner sous la table. Merci. Je sais pas quand je pourrais vous le rendre. Il n'y a pas question de ça. Ah si, c'est quelque chose que je vous dois. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas bête. C'est à moi que ça fait plaisir. Puis c'est plus gratifiant que de les perdre en jeu. Vous ne me devez rien. Que ce soit clair entre nous. Vous prenez quelque chose, un alcool, Oui. un cognac? Oui. La même chose. Cet amour sublimé entre deux personnages que tout sépare prend fin avec le départ soudain de Monsieur Arnaud en voyage. La fuite, vécue comme l'ultime confession de Claude Sautet. Il y a comme une impossibilité d'aimer, toujours. À la fois ce désir d'aimer et cette impossibilité à y parvenir. Cette impossibilité à s'abandonner dans l'amour, tout en rêvant l'amour. Ils ont été très émus tous les deux après la scène. Et ils se sont isolés tous les deux. Et puis bon, je crois qu'il y a eu des petites larmes de versées quand même. Mais ils n'étaient pas les seuls. C'est ça qui était étonnant. C'est qu'il y avait plein de gens de l'équipe qui ont ressenti la même chose. Près de 4 mois après le succès du film au cinéma, Michel Serrault reçoit en février 1996 le César du meilleur acteur et Claude Sautet celui du meilleur réalisateur. Il était heureux d'être définitivement reconnu, quoi. Reconnu, admiré, reconnu. C'est la fin de la toile d'araignée. La toile d'araignée a commencé avec les choses de la vie. Il a tissé une grande toile qui est arrivée à sa conclusion avec Nelly et Monsieur Arnaud. Il m'avait dit, j'ai plus envie de tourner. J'ai plus envie de tourner. Je n'ai envie que d'une chose, c'est de lire. Il y avait comme ça une sorte de bonheur à profiter de la vie et de ne pas avoir cette perpétuelle inquiétude qui le tourmentait. Il lisait les classiques de Molière, Diderot, etc. Donc. Et bon, il écoutait de la musique, il passait plus de temps à Cogolin, puis en même temps après, il voyait beaucoup d'amis, il faisait des consultations pour les films, toujours. Il y a des gens qui lui demandaient, il y allait avec plaisir. Nous évoquons à présent le bug de l'an 2000, qui n'est pas seulement l'affaire des entreprises et des commerçants, c'est aussi l'affaire de tous les utilisateurs. Au lendemain d'un dîner très réussi, son ami scénariste Jean-Loup Dabadi souhaite caler une autre date, un nouveau rendez-vous. Et là, j'entends, mais comme si c'était une voix dans un cauchemar, Claude, avec grand naturel, avec cette belle voix de baryton qu'il avait, il me dit « Oui, mon coco, mais alors là, pas tout de suite, parce que il faut d'abord que j'ai fini ma chimio, parce que j'ai un cancer du foie. » Mais il ne parlait jamais de sa maladie. Il n'a jamais parlé de sa maladie. Il était il n'a jamais rien montré. Il ne voulait pas qu'on s'apitoie sur lui. Sa pudeur était telle que, voilà, on faisait comme si. Il a été d'une discrétion insensée jusqu'au bout. Il ne s'est pas plaint, on ne savait rien. Il ne voulait pas embarrasser les gens avec ses problèmes. On parlait de musique, on parlait de livres, il faisait comme s'il allait s'en sortir. Mais on ne parlait pas de ça, on ne disait pas ça. Cette menace que fait peser son cancer va accélérer la finalisation d'un projet entamé quelques années plus tôt. Je te regarde. À chaque fois qu'un film de Sautet passait à la télévision, par exemple, eh bien Claude Sautet le revoyait. Alors il faisait une petite fiche avec toutes les scènes du film. C'est ça, affabulé. Parce qu'il se posait toujours des questions, c'est pas faire mieux, mais il se posait toujours des questions. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas enlevé ça? Ce qui a été fou, c'est qu'il a refait le montage de ses films, il a fait des coupes
Il a fait des coupes avant de mourir de tous ses films. Par exemple, dans Mado et Garçon, il a coupé toutes les scènes explicatives, tout le début. Il a changé complètement le début des films. Le film qui lui avait tant échappé, Garçon, avec Yves Montand, sera le plus modifié. C'est pas clair à ma vie, hein. Après la mort d'Yves, j'allais plus me gêner, tu comprends. Donc j'ai enlevé toutes les tirades interminables et tous les moments où ça va pas. Il était, mais heureux comme un gamin. Il m'avait appelé c'était pas longtemps avant de mourir, je crois que c'était, un mois ou 2 mois avant de mourir, il m'avait appelé. Il avait une pauvre voix d'ailleurs, pour me demander de retourner des génériques pour qu'il puisse insérer des génériques dans les nouveaux montages de ses films. Parce qu'il disait, j'ai un générique monté sur des images et je ne veux plus que ce soit des images, je veux que ce soit des cartons. C'était un travail de perfectionniste. Il voulait laisser derrière lui des films impeccables, le plus possible, qui ressemblaient à ce qu'il voulait. Le réalisateur aura le temps de faire toutes les coupes qui lui tenaient à cœur et de livrer de nouvelles bandes. Au début de l'été 2000, à bout de force, il est transféré à l'hôpital Cochin. Et moi, il m'avait dit, je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on me voie comme ça, et donc voilà, je ne veux plus voir personne. Même ses petits-fils, il refusait de les voir. Il était fier quand même, hein. C'était un être très coquet, mon père. Il était aussi impeccable sur lui que sur ses films. Il faisait très attention à sa personne, physiquement. Donc à la fin, c'est vrai que c'était difficile. Mais il était très courageux, il ne se plaignait jamais. Il ne se plaignait jamais. Il était très courageux. Je me rappelle, il regardait toujours par la fenêtre, il regardait le ciel. Comme s'il attendait quelque chose du ciel. Il ne croyait plus du tout en Dieu, mais il regardait beaucoup le ciel. Le 22 juillet 2000, Claude Sautet s'éteint dans sa chambre d'hôpital à l'âge de 76 ans. 5 jours plus tard, sa famille et ses amis lui rendent un dernier hommage au cimetière du Montparnasse, à Paris. On marchait tous bras dessus dans les allées du cimetière. C'était beau aussi de voir toutes ces équipes, ses amis, tous les acteurs qu'il avait dirigés, qui étaient là. Je me souviens de Serge Reggiani, qui était fatigué, mais qui avait tenu à venir. Il y avait quelque chose de... un peu comme sa vie, comme il était, d'authentique, de sincère. On a ressenti beaucoup de chaleur et on était bien. Franchement, ça nous a fait du bien. En fait, je fais des films parce qu'il y a quelque chose qui est confus dans ma tête, que je ne sais pas exprimer autrement que par le film que je fais. Un grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui ne transige sur rien. Et Sautet était de ceux-là. J'ai pas retrouvé cette rigueur, cette musicalité des dialogues, cette direction d'acteur. Non, il y a un truc qui est peut-être possible, regarde bien. Tu le ramènes. Non, tu le rattrapes là. Voilà. Tu vois, non. Et même ses petits défauts, ses colères, etc. quoi. Finalement, ça manque. Lui savait montrer avec une justesse incroyable ce qui nous habite tous, qu'on a tous au fond de nous. On peut tomber amoureux demain, on peut avoir des soucis incroyables. En fait, la vie, ce n'est que ça, quoi. Sautet, il racontait la vraie vie. Et je trouve que ça, qu'est-ce que ça manque? Qu'est-ce que ça manque? Il faisait des films dans l'idée de dominer ses rêves, de rentrer dans son propre rêve
et d'en devenir non plus seulement l'acteur passif, mais d'en devenir l'auteur et le réalisateur. Je pense que je suis strictement comme tout le monde, quoi. C'est pas, par exemple, regarder, c'est pas que je sais regarder, c'est que j'aime regarder. C'est autre chose. Ce sens de l'observation, cette prise avec le réel, c'est sans doute ce qui a fait que nous aimons voir et revoir les films de Claude Sautet. Ne vous privez pas, car il y a là une matière inépuisable, un moyen sûr d'en apprendre peut-être un peu plus sur vous-même, d'accepter la survenue de l'inattendu, de l'imprévu dans nos existences. Une recommandation contenue dans cette phrase, inscrite en grand dans sa chambre et aujourd'hui gravée sur sa pierre tombale, gardez le calme devant la dissonance. À très bientôt pour un nouveau numéro de la collection Un jour un destin.